Si Charlotte Corday est une figure qui a obsédé les imaginaires, c'est probablement parce qu'elle transgresse toute une série de normes, de cadres moraux, de cadres de genre. Notre première œuvre est un des tableaux les plus célèbres de l'histoire de l'art, Marat assassiné par Jacques-Louis David. Ce tableau date de 1793 et ne représente pas Charlotte Corday, mais Marat, sa célèbre victime. Guillaume Mazot, qui était Marat et que s'est-il passé le 13 juillet 1793 dans sa baignoire? Jean-Paul Marat, en 1793, c'est un des hommes les plus célèbres et autant aimé que détesté de la Révolution française. Il est député de Paris, il est journaliste aussi d'un journal qui s'appelle L'Ami du Peuple, qui est très très lu dans les milieux des sans-culottes, c'est-à-dire des révolutionnaires radicaux, aux armées aussi, donc il a une influence assez forte. Et puis il est très radical, il se met beaucoup en scène à la Convention, dans son journal aussi, en vociférant, en soutenant volontiers la violence populaire et en ayant aussi des idées très radicales en ce qui concerne la République démocratique et sociale. Et pour les républicains modérés ou les monarchistes, il est une des 3 cibles à abattre avec Danton et Robespierre, et c'est là qu'une jeune inconnue arrive chez lui le 13 juillet 1793 et le poignarde alors qu'il est pourtant entouré, en train de rédiger son journal dans sa baignoire. Ce tableau de David, il est à la fois très classique puisque c'est une pietà dans la tradition chrétienne et en même temps très très nouveau parce que l'absence de Charlotte Corday renvoie à un vide qui n'est pas habituel dans la peinture à cette époque-là. Paradoxalement, en éliminant la femme du tableau, finalement David il crée une forme d'obsession, l'obsession de l'absente. C'est-à-dire que cette absence va créer une surprésence, une omniprésence qui va littéralement obséder l'histoire de l'art, puisque cet événement, l'assassinat de Marat, sur 2 siècles, il est encore plus représenté que la prise de la Bastille. L'œuvre suivante est un portrait de Charlotte Corday peint par Jean-Jacques Auer dans sa cellule avant son exécution. Peut-on dire qu'il s'agit sans doute du portrait le plus fidèle de Charlotte Corday? Alors parmi les innombrables portraits de Charlotte Corday, celui-ci c'est probablement en effet le plus fidèle. D'une part parce que en croisant les images et les témoignages, on s'aperçoit qu'elle devait à peu près ressembler à ça. Après il faut toujours se méfier, les portraits de la fin du XVIIIe siècle n'ont pas le même rapport avec la ressemblance qu'on a aujourd'hui. Un portrait a été plutôt voué à traduire les vertus morales du modèle. Mais là, elle est blonde, elle a les cheveux longs, elle est en blanc, elle est probablement dessinée en prison. À la conciergerie, ça se faisait. On pouvait recevoir des peintres en prison. Ça montre aussi quel usage Charlotte Corday, cet assassin politique, fait quand même elle-même de sa propre image. Alors qu'elle sait qu'elle va probablement être condamnée à mort, il n'y a à peu près aucun doute là-dessus, elle essaye quand même de faire passer à la postérité une image de femme glorieuse. Et c'est pour ça que cette image, elle a été aussi très utilisée au XIXe siècle, au XXe siècle, par tous ceux qui voulaient transmettre une image positive de Charlotte Corday. Dans le très long terme, elle va finalement être récupérée aussi par l'Action française, l'extrême droite au XXe siècle, Drieux-La Rochelle en fait une de ses héroïnes, les nazis qui détestent Marat font des éloges de Charlotte Corday. Voilà, elle est même décrite en arienne en fait, en parfaite arienne, et paradoxalement ce tableau qui n'est pas du tout fait pour ça au départ va resservir au XXe siècle pour essayer de tracer cette filiation. La peinture suivante est une autre peinture de Jean-Jacques Auer, qui date également de l'été 1793. Cette fois, le peintre a décidé de représenter le moment de l'assassinat. Jean-Jacques Auer, c'est un peintre, mais c'est aussi un garde national, c'est-à-dire c'est quelqu'un, un habitant du quartier des Cordeliers, qui est chargé de maintenir l'ordre, et donc il est appelé aussitôt, dès que l'assassinat est connu, et il débarque dans le cabinet de travail de Marat au moment où il a été assassiné, donc c'est un témoin direct de l'événement. Et il essaye de représenter l'événement comme il l'a vu, alors ça ne veut pas dire qu'il est complètement objectif, mais c'est en décalage avec la plupart des autres images qui vont être diffusées, notamment avec l'assentiment des autorités, c'est-à-dire que on voit la violence de l'événement. Charlotte Corday a encore la gaine, mais aussi le couteau. Elle a un chapeau haut de forme. Elle est habillée comme à peu près dans les sources, avec une mise assez nobiliaire, bien mise, honorable. Et justement, Marat, lui, apparaît probablement comme il devait ressembler ce jour-là, c'est-à-dire quelqu'un qui est fatigué, qui est très malade. Et là, la violence de l'événement, avec le sang qui bouillonne, voilà, est complètement montrée. Donc cette peinture, elle est à la fois très authentique et très violente. Elle montre la violence de la guerre civile. Nous devons l'œuvre suivante à Tony Robert Fleury qui, en 1874, a choisi de représenter Charlotte Corday à Caen en 1793, un livre à la main. Alors dans ce tableau, il y a d'abord une entrée un peu régionale. C'est Charlotte Corday, la Normande. Pendant tout le XIXe siècle, on la représente justement dans des champs. Alors elle venait vraiment d'une petite famille de la noblesse normande, du côté de Livarot, dans le pays d'Auge. Donc ça correspond à une réalité, mais là il s'agit d'en faire une figure d'une identité régionale, parfois même régionaliste. La deuxième chose, c'est qu'en la montrant en train de lire un livre, on tient aussi un discours un peu implicite qui est très tenu à cette époque-là sur l'effet pervers des lectures solitaires sur les femmes. Comme si, parce que Charlotte Corday avait lu
les livres de Plutarque, la vie des hommes illustres, etc., elle se serait finalement emballée et ça aurait conduit à la violence. Et enfin, on la montre aussi avec une vision un peu romantique qui vient de la littérature et qui vient aussi des livres d'histoire. Je pense par exemple à Lamartine dans son Histoire des Girondins qui la représente un petit peu comme ça. Alors, en réalité, son geste, elle l'a commis dans un contexte collectif, politique, de guerre civile, et c'est tout ça qui est un peu évacué de ce tableau. Nous passons à une autre représentation de Charlotte Corday, peinte par Jean-Jacques Scherrer en 1894. Charlotte Corday est représentée sur son balcon à Caen. À quoi correspond cette scène, Guillaume Mazot? Charlotte Corday, elle vient d'une famille de la petite noblesse de Normandie, qui vient du pays d'Auge. Elle avait donc dans ces valeurs-là. Son oncle est prêtre. Son père, c'est un gros fermier, un gentilhomme, comme on disait, qui a des fonctions quand même importantes dans sa paroisse. Mais donc voilà, elle est élevée de manière très classique. Son père essaye de la placer avec sa sœur à la maison de Saint-Cyr. Elle est finalement placée à l'abbaye aux Dames de Caen. Et quand les couvents ferment au début de la Révolution, elle est recueillie par sa tante à Caen, et c'est là qu'elle va se politiser. Alors cette scène de Charlotte Corday au balcon avec sa tante derrière elle qui regarde des volontaires défiler dans les rues de Caen, ça fait référence à un événement assez précis, c'est-à-dire que des députés girondins, une nébuleuse politique qui rassemblait des républicains modérés, des monarchistes modérés aussi. Ces girondins, ils viennent d'être proscrits par les montagnards avec l'aide des sans-culottes parisiens, et une partie d'entre eux s'enfuit à Caen et essaye de joindre en gros l'armée des mécontents, de ceux qui trouvent que les montagnards vont trop loin, que les sans-culottes parisiens accaparent la Révolution, et il y a une sorte d'armée qui rassemble des volontaires qui viennent de tout l'Ouest, qu'on a appelé l'armée des fédéralistes, parce qu'ils n'avaient rien de fédéraliste. Et c'est vrai que Charlotte Corday les rencontre, assiste à leur réunion politique, où ils proclament fort qu'ils vont reconquérir Paris et libérer les Français de la férule des sans-culottes. Et donc le 7 juillet, elle constate qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup de volontaires, et ce serait ça, en tout cas c'est elle qui l'a dit, qu'il aurait décidé à partir comme une sorte d'avant-garde en fait, pour aller semer la terreur en assassinant Marat, pour déstabiliser Paris et ainsi peut-être faciliter l'avancée des volontaires venus de Caen. Alors sur cette image qui date de la fin du 19e siècle, Charlotte Corday apparaît vraiment comme quelqu'un de décidé, une femme qui sait ce qu'elle va faire et qui défend une vision assez légitime et forte de la République. Dans les années 1890, Charlotte Corday est une héroïne assez positive. On distribue aux écoliers de la Troisième République des images de récompense qui représentent Charlotte Corday. Notre 6e tableau a été peint par Henri Scheffer dans les premiers jours de la monarchie de Juillet, en 1830, et représente l'arrestation de Charlotte Corday. Ce tableau il est très intéressant parce que c'est un tableau qui rejoint l'art officiel de la monarchie de Juillet qui est en train de naître. Il a même été exposé au musée du Luxembourg le jour où on veut commémorer les victimes des Trois Glorieuses, c'est-à-dire des 3 journées qui ont amené la Révolution de Juillet en 1830. Donc ça veut dire qu'il correspondait vraiment à l'image que Louis-Philippe voulait donner de son régime, un régime consensuel. Charlotte Corday est ici au centre de la composition, très calme. Elle arrive à maîtriser ses passions, contrairement justement à tous ceux qui l'entourent, qui sont des hommes du peuple, associés à des chiens. Tout ça, c'est une image de désordre, d'animalité. Presque, elle pourrait incarner la civilisation, l'ordre et la légitimité. Ce qui est à la fois intéressant et très paradoxal pour cette figure de Charlotte Corday, c'est qu'elle est quand même récupérée par des milieux très très différents. L'œuvre suivante est un dessin de Métais qui date de 1793 et représente l'exécution de Charlotte Corday. Elle se fait arrêter donc après l'assassinat le 13 juillet 1993 et 4 jours plus tard, elle est conduite à l'échafaud. Ce dessin qui a été gravé par la suite, il a probablement voyagé en Angleterre, il y en a d'autres qui voyageaient en Allemagne, on en retrouve jusqu'en Amérique du Nord. C'est un événement très frappant. Et le thème de l'exécution de Charlotte Corday, qu'on voit ici place de la Révolution, actuelle place de la Concorde, avec la statue de la Liberté derrière elle, eh bien on la voit qui est un petit peu dévêtue, la poitrine qui commence à apparaître, et c'est je suppose, pour le dessinateur, un moyen de montrer un petit peu la violence que les hommes de la Révolution exercent face aux femmes qui se font guillotiner et ainsi exposées au regard de tout le monde. Nous passons à présent à un portrait de Charlotte Corday peint par Jules Charles Avia en 1899. Le peintre a donné à la jeune femme un regard dément. Charlotte Corday était-elle folle, Guillaume Mazot? Alors Charlotte Corday n'était probablement pas folle, même si évidemment c'est impossible de le prouver a posteriori. En réalité, elle a quand même très bien justifié son geste, c'est-à-dire qu'elle avait des arguments qui peuvent paraître un peu même très excessifs, mais en réalité qui relevaient d'une forme de rationalité. C'est le cas par exemple dans son adresse aux Français, un bout de papier qu'elle épingle sur elle pour qu'on le retrouve et qui forme une forme de manifeste politique où elle dit qu'il faut arrêter la guerre civile, il faut arrêter de s'entretuer, que la révolution finalement est devenue contraire à ses principes fondateurs. C'est pas sans intelligence ça, donc elle pose des questions intéressantes. Évidemment la réponse est pour le moins excessive et c'est pour ça qu'au XIXe siècle, et notamment dans ce tableau de Avia,
on la compare aux femmes aliénées, comme on les appelait à l'époque. Et ce tableau, il est directement, probablement inspiré des photographies des femmes aliénées de la Salpêtrière, de ce qu'on appelle les hystériques à cette époque-là, qui sont soignées par Charcot au même moment. Donc le cadrage très serré, le regard qui va hors champ, un peu fixe, montre que là, c'est la thèse de la folie. Une thèse qui aussi est présente dans beaucoup de livres d'histoire. On explique beaucoup à cette époque-là, à la fin du 19e siècle, la révolution, l'engagement révolutionnaire par une sorte de psychose ou de folie collective, c'est-à-dire comme quelque chose qu'il faut à tout prix éviter. Notre 9e œuvre est un tableau de Picasso, de 1931, La femme au stylet. Ce tableau de Picasso, il est fascinant. On y voit toute l'influence du surréalisme, aussi de la psychanalyse. Charlotte Corday est une sorte de forme monstrueuse dont on peine à cerner les contours, donc qui fait très très peur, qui plante son stylet au cœur de Marat, qui lui-même est une forme un peu étalée, presque en 2 dimensions seulement sur sa baignoire. Là, il faut y voir le fantasme que cet événement a créé en particulier chez les artistes hommes, c'est-à-dire des fantasmes libidineux, hein, appelons-les comme ça, avec toute la peur et aussi le désir que cet événement a provoqué, et surtout la peur des hommes. L'acte de Charlotte Corday qui ose aller poignarder un homme avec une arme blanche, l'arme des hommes, presque l'épée, hein, au XVIIIe siècle. Et au XXe siècle, il y a pas mal d'artistes, il y a Edvard Munch par exemple, qui aussi a repris ce thème-là pour essayer de travailler cette attraction mélangée à la peur que provoque Charlotte Corday dans l'imaginaire collectif. Notre dernière œuvre est un jeu vidéo paru en 2015. Il s'agit du jeu Fate Grand Order, dont Charlotte Corday est l'un des personnages. Elle y est désignée comme l'ange de l'assassinat, une formule que l'on doit à Lamartine. Alors la postérité de Charlotte Corday dans les mangas japonais, elle montre tout d'abord que la culture visuelle de la Révolution s'est incroyablement globalisée, mondialisée, avec quelques figures phares, surtout Marie-Antoinette, mais aussi Charlotte Corday, qui intègre une forme de culture kawaii, là, c'est-à-dire voilà, qui est représentée comme une jeune femme, aussi innocente que redoutable, et qui soulève les fantasmes les plus fous. Il faut penser qu'elle s'intègre là dans une tradition plus vaste. Je pense par exemple à Lady Oscar, le manga qui représente justement une femme qui se travestit en garde du corps et qui a eu un succès incroyable. Donc là, on voit que c'est toujours la question du genre qui est questionnée à travers Charlotte Corday. Et finalement, ça nous renvoie à une culture qui est très contemporaine, puisque c'est la culture des mangas japonais, très globalisée, mais qui nous ramène quand même à la fin du XVIIIe siècle. Parce qu'au fond, au-delà du crime politique, c'est ça qui gêne les contemporains. C'est le fait que ce soit une femme, une jeune noble, inconnue, qui va tuer un homme dans sa baignoire. Et ça bouscule presque autant la société du XVIIIe siècle que l'assassinat politique en lui-même.